Bonjour, bienvenue à cette capsule qui concerne les énantiomères et les diastéréoisomères. Donc, on est toujours dans l'isomérie optique. Donc, pour la capsule, là, je vous invite encore une fois à avoir vos deux modèles, là. Donc, ici, là, modèle R, modèle S. Donc, avoir les deux pour pouvoir visionner la capsule. Vous allez avoir, entre autres, un petit exercice à faire à la fin. Donc, ce serait important d'avoir avec vous ce modèle-là. Donc, si on commence. Donc, toujours dans le chapitre 3 sur l'isomérie. On est encore dans la section 3.5 sur les isoméries optiques. Donc, lorsqu'on parle d'énantiomères, donc c'est un nouveau terme. Donc, énantiomères, c'est quoi? Donc, c'est des stéréoisomères, donc optiques, donc qui possèdent nécessairement des carbones asymétriques ou des carbones stéréogéniques, c'est un synonyme. Et dans le cas des énantiomères, ben, la relation que vous allez voir entre ces deux molécules-là, c'est qu'ils sont l'image miroir l'une de l'autre. Donc, on vous donne deux molécules et un est l'image miroir de l'autre. Et cette image-là est non superposable. On va voir dans une capsule qui s'en vient que lorsque c'est superposable, on va appeler ça un composé méso. Mais dans le cas des énantiomères, il faut que l'image miroir soit non superposable l'une de l'autre. Donc, ça peut paraître un peu difficile au début, mais vous allez voir là, je vais vous donner des trucs. Ça va être assez simple. Donc, vous avez exemple une première molécule sur laquelle vous avez deux carbones stéréogéniques. Donc, le carbone à gauche, vous voyez qu'il y a quatre voisins différents. Le carbone à droite a aussi quatre voisins différents, donc deux carbones asymétriques. Si on en fait l'image miroir, comme ça ici, donc imaginez que vous avez un miroir entre les deux. Donc, la molécule de droite, c'est l'image miroir de la molécule de gauche. Donc, vous voyez, les CH3 sont vis-à-vis, les H sont vis-à-vis, CH2, CH3 vis-à-vis. Même chose en arrière, là, le groupe CH3 en haut, Cl qui sort vers vous, Br qui rentre. Donc, la molécule de droite est l'image miroir de la molécule de gauche. Et si on essaie de les superposer, là, donc imaginez que je prends cette molécule-là et je la fais pivoter pour essayer de l'embarquer par-dessus, on voit que c'est non superposable. Donc, vous voyez que les Cl sont, les Br sont complètement inversés. Même chose pour le CH3 et le H sont complètement inversés. Donc, la relation entre ces deux molécules-là, comme c'est des images miroirs non superposables, on va dire que c'est des énantiomères. Donc, c'est le terme qu'on emploie pour ce type d'isomère-là. Faire attention parce que, donc, c'est ce que je marque ici, c'est non superposable. Donc, le truc pour voir si c'est des énantiomères ou pas, donc lorsque vous faites les configurations RS de chacun, là, donc si je reviens en arrière, là, normalement, il faudrait faire la configuration RS pour ce carbone-là, la configuration ARS pour lui, même chose pour lui, même chose pour lui. Et si jamais c'est des énantiomères, ben, le truc, c'est que tout va changer. Donc, tout ce qui était R dans une molécule va devenir S dans l'autre. Et tout ce qui était S dans la première va devenir R dans l'autre. Donc, si toutes les configurations changent, à ce moment-là, automatiquement, c'est des énantiomères. Si jamais il reste tout pareil, ben, ça veut dire que c'était la même molécule. Donc, il faudrait voir si c'est la même conformation ou si c'est une conformation différente. Mais si tout change, c'est ce qu'on appelle des énantiomères. Donc, si on fait la configuration absolue, là, vous pouvez le faire avec moi, avec votre petit modèle, si vous voulez. Donc, il faut donner des priorités à ces groupes-là, la priorité 1, priorité 2, priorité 3, priorité 4. Même chose pour l'autre. Donc, je ne le ferai pas au complet, là, ça ferait une capsule trop longue, mais vous pouvez le faire par vous-même. On se rendrait compte que ce carboné-ci est S, celui-là il est R, tandis que si on compare en bas, j'ai donné le nom, là, ça serait du 2S, 3R, 2 bromo, 2 chloro, 3 méthylpentane. Celle du bas, le carbone à gauche sera un R et le carbone à droite sera un S. Donc, vous voyez que ce qui était S est rendu R, ce qui était R est rendu S. Donc, la relation entre les deux, c'est énantiomère. Donc, le nom ici, ce serait 2R, 3S, 2 bromo, 2 chloro, 3 méthylpentane. Donc, vous voyez que ce qui était 2S, 3R est rendu maintenant 2R, 3S. Donc, tout a changé entre les deux. Donc, on dit, faites attention, dans les examens ou dans les exercices, vous n'aurez pas juste des formules perspectives. Vous allez avoir d'exemples, molécules comme ça. Il va falloir être capable de dire si cette molécule-là est 2S, CS, R, etc. Et vous allez pouvoir comparer, exemple, une molécule
en projection de Newman avec une molécule en projection de Fischer et être capable de dire c'est quoi la relation entre les deux. Donc, la première est 2S, 3R. La deuxième est 2R, 3S. Donc, c'est encore des énantiomères parce que vous voyez que toutes les configurations ont changé. Donc, peu importe la forme qu'on va vous donner, perspective, Newman, Fischer, lorsqu'il y a des carbones asymétriques, il faut assigner la configuration absolue R et S pour chacun des carbones asymétriques. Et si l'ensemble de ces carbones-là change de configuration, à ce moment-là, c'est une relation d'énantiomère entre les deux. Concernant les propriétés des énantiomères, donc concernant les propriétés physiques, donc tout ce qui est température d'ébullition, température de fusion, masse volumique, etc., les énantiomères ont les mêmes propriétés, donc même température d'ébullition, même température de fusion, même masse volumique, sauf en ce qui concerne le sens de déviation de la lumière. Dans le cas des énantiomères, ils vont avoir le même degré. Donc, exemple, s'il y a un énantiomère qui dévie la lumière à droite de 15 degrés, mais l'autre énantiomère va dévier la lumière à gauche de 15 degrés. Donc, le même chiffre, mais il y en a un qui va être positif et l'autre va être négatif. Donc, c'est la seule propriété physique qui est différente. Et super, super important, là, si je reviens en arrière, donc vous avez deux énantiomères. Donc, exemple, lui dévie la lumière de plus 15, puis lui dévie la lumière, exemple, de moins 15. Mais on n'est pas capable de dire, juste à le regarder comme ça, lequel est positif, lequel est négatif. Donc, on ne peut pas dire que nécessairement les SR sont positifs, les ARS sont négatifs, là. Donc, il faut vraiment faire l'expérience pour le déterminer. Par contre, si dans un numéro, on vous dit, ben, celle du haut dévie la lumière de, exemple, plus 15, ben, automatiquement, son énantiomère va dévier la lumière de moins 15. Donc, si vous en connaissez un, vous pouvez connaître l'autre. Mais si on ne vous le dit pas, vous ne pouvez pas savoir au départ lequel est positif et lequel est négatif. Donc, ça, c'est concernant les propriétés physiques. Concernant la lumière, on va faire une capsule là, prochainement sur ça. Concernant les propriétés chimiques, donc les énantiomères vont réagir pas mal tout le temps de la même façon, que ce soit un ou l'autre. Donc, les propriétés chimiques sont similaires. Le seul cas où c'est pas vrai, c'est si jamais ces énantiomères-là réagissent avec une molécule qui est elle aussi chirale. Donc, une molécule qui dévie la lumière, qui a un carbone asymétrique. Donc, si jamais vous faites réagir un énantiomère avec une molécule chirale, bien, la réaction va être différente pour un ou pour l'autre. Donc, j'ai fait deux tableaux pour vous montrer. Donc, exemple, vous avez les deux énantiomères, donc je les ai appelés A et B là, sans avoir les nommer. Donc, mettons, votre premier énantiomère réagit avec un réactif qui est non chiral. Votre deuxième énantiomère réagit lui aussi avec le réactif qui est non chiral. Bien, si c'est le même réactif, les deux énantiomères vont avoir la même réaction, la même réactivité. Par contre, si vous faites le même exercice, mais avec un réactif qui est chiral cette fois-ci, donc qui possède des carbones asymétriques, bien, à ce moment-là, les deux énantiomères vont réagir de façon différente. Donc, de manière générale, là, les énantiomères réagissent de la même façon, sauf dans les cas où le réactif avec lequel on les fait réagir est lui-même chiral. Ça va? Diastéréoisomères, maintenant, c'est des stéréoisomères optiques, encore une fois, qui possèdent des carbones stéréogéniques, mais qui ne sont pas l'image miroir l'une de l'autre. Donc, c'est la différence. Je vais vous donner un truc aussi tantôt pour les reconnaître. Vous allez voir, ce n'est pas si difficile. Donc, vous avez un exemple ici. Donc, vous voyez qu'il y a un CH3 et un H qui est pareil, tandis que l'autre, les ClBr sont inversés. Donc, ce n'est pas une image miroir un de l'autre. On ne peut pas les superposer non plus. Donc, ici, en principe, le carbone de droite serait superposable, mais le carbone de gauche ne le serait pas. Le truc pour reconnaître les diastéréoisomères, c'est qu'au moins, il peut y en avoir plus qu'une, mais il y a au moins une des configurations absolues qui ne change pas. Donc, exemple, vous avez RR, puis l'autre, c'est RS. Il y en a un qui n'a pas changé. Donc, la relation entre les deux, on va dire que c'est des diastéréoisomères. Donc, il faut qu'il y ait au moins une configuration qui ne change pas. Puis, il y en avoir plus qu'une qui ne change pas, là. Mais au moins une. Donc, vous avez deux exemples ici de deux molécules sur lesquelles encore j'ai deux carbones asymétriques. Ici. Vous voyez en haut, le CH3 et le H sont pareils, mais le Cl et le Br sont inversés. Donc, si j'avais à donner des configurations,
ben, le premier carbone ici est S, le deuxième il est S, tandis qu'en bas, je vais donner la molécule de 2S, 3S, 2 bromo, 2 chlorure, 3 méthylpentane, tandis qu'en bas, le premier est R et le deuxième est S. Donc, vous voyez qu'il y a au moins une des configurations qui ne change pas. Là. Dans ce cas-ci, c'est celle de droite. Donc, à ce moment-là, la relation entre ces deux molécules-là, on va dire que c'est des diastéréoisomères. Cette molécule-là s'appelle 2R, 3S, 2 bromo, 2 chloro, 3 méthylpentane. Ça va? Donc, si tout change énantiomère, s'il y en a au moins un qui ne change pas, ça va être des diastéréoisomères. Puis si toute la gang n'a aucun qui change, bien, ça veut dire que c'est la même molécule ou c'est une conformation différente. Donc, on a juste fait une rotation de liaison simple, là, mais ce n'est pas des isomères à ce moment-là, si tout est pareil. Donc, encore, même chose que tantôt, on ne vous donnera pas nécessairement des représentations en perspective. Donc, on peut vous donner, exemple, comparer ces deux molécules-là ensemble, dire c'est quoi la relation. Mais il faudrait pour chacun des carbones asymétriques donner une configuration R ou S. Le premier serait 2S, 3S. Le deuxième serait 2R, 3S. Donc, comme il y a au moins une des configurations absolues qui ne change pas, la relation entre ces deux molécules-là, c'est des diastéréoisomères. Donc, c'est des isomères optiques, mais plus précisément des diastéréoisomères. Concernant les propriétés, ben, des diastéréoisomères, c'est pas compliqué. Les propriétés physiques sont différentes et les propriétés chimiques sont aussi différentes. Donc, c'est comme si c'était des molécules complètement différentes. Je vous ai reproduit ici le tableau que vous avez dans votre manuel à la page, je ne me souviens plus de la page, donc vous l'avez, figure tableau 3.5. Donc, vous voyez ici, j'ai un R, 2S, 5R. Ici, j'ai un S, 2S, 2R, 5S. Donc, toutes les configurations sont inversées. Donc, la relation entre ces deux molécules-là, c'est des énantiomères. Même chose ici, entre un R, 2R, 5S et un S, 2S, 5R. Toutes les configurations sont changées. Donc, la relation entre ces deux-là, c'est des énantiomères. Par contre, si je compare, par exemple, la première avec la troisième, bien, vous voyez qu'il y a au moins une configuration qui ne change pas. Donc, la relation entre 1 et 3, c'est des diastéréoisomères. Et même chose entre 2 et 4. Vous voyez que c'est 1S, 2R, 2R, 5S comparativement à 1S, 2S, 5R. Donc, entre 2 et 4 aussi, c'est des diastéréoisomères. Donc, les deux premiers ensemble, énantiomères. Deux derniers ensemble, énantiomères. 1 et 3, diastéréo. 2 et 4, diastéréoisomères. Donc, vous l'avez en bas, là, comme ça ici. Donc, si on regarde les propriétés physiques maintenant, donc les masses molaires, vous voyez, c'est tout pareil, parce qu'ils ont évidemment le même nombre de carbone, d'oxygène, d'hydrogène. Donc, les masses molaires sont pareilles. Les points de fusion. Donc, vous voyez que les deux énantiomères ici ont les mêmes points de fusion. Les deux énantiomères ici ont les mêmes points de fusion, mais si on compare les diastéréoisomères, les points de fusion sont différents. Même principe pour la masse volumique. Là. Les deux énantiomères ont la même masse volumique. Les deux énantiomères ici ont la même masse volumique, mais entre diastéréoisomères, ils ont des masses volumiques différentes. Où j'attire votre attention, c'est concernant le pouvoir rotatoire, donc le sens de déviation de la lumière. Donc, vous voyez qu'entre énantiomères, il y en a un qui a, mettons, moins 50, puis l'autre qui a plus 50. Donc, il y a la même grandeur, donc le 50, mais il y en a un qui est positif, l'autre qui est négatif. Même chose ici. Même grandeur, un qui est positif puis un qui est négatif. Mais entre diastéréoisomères, il n'y a aucun lien. Donc, pas de même grandeur, pas même signe. Ça va? Donc, c'est un peu ça l'idée. Propriétés physiques similaires, sauf en ce qui concerne le pouvoir rotatoire entre énantiomères. Et entre diastéréoisomères, ben, il n'y a aucun lien, tant au point de fusion qu'au pouvoir rotatoire qu'à la masse volumique. Ce que je vous dis ici, c'est que pour comparer les isomères optiques, c'est souvent plus facile d'utiliser la projection de Fischer. Donc, je vous donne un exemple ici. Vous avez une molécule quelconque avec trois carbones asymétriques, donc le carbone ici, le carbone du centre et l'autre carbone ici. Donc, il faudrait donner la configuration RS pour chacun. Et vous avez une molécule qui est similaire avec aussi trois carbones asymétriques. Il faudrait donner la configuration R et S. Donc, on veut savoir c'est quoi la relation entre les deux. Bien, lorsqu'on travaille avec des projections de Fischer, c'est aussitôt que vous en trouvez une. Donc, exemple, si je fais la première molécule,
mais la deuxième va être facile à trouver parce qu'on se rappelle que dans les projections de Fisher, si on inverse deux atomes, bien, on change la configuration. De sorte que si je fais l'exercice, le premier est S, le deuxième est R, le troisième est S. Le lien entre la molécule de gauche et la molécule de droite, vous voyez que j'ai inversé le H puis le Cl. Donc, ça veut dire que si ça c'était S, comme j'ai inversé deux atomes, bien, lui devient R. Concernant le deuxième carbone, vous voyez qu'il est pareil. Donc, ce qui était R va rester R. Même chose pour le carbone en bas. Ce qui était S, il est resté pareil ici. Donc, c'est S. Donc, si on veut établir la relation entre les deux, vous voyez qu'il y a au moins un des carbones qui n'a pas changé. Donc, le premier a changé, pas le deuxième, pas le troisième. Donc, comme il y a au moins un des carbones qui n'a pas changé, on va dire que c'est des diastéréoisomères. Si jamais il y avait tous changé, ça aurait été des énantiomères. S'il n'y en a aucun qui change, encore une fois, là, ça va être soit la même molécule ou une conformation différente. Un autre exemple, donc vous avez deux molécules à comparer. Donc, on donne les configurations pour la première. Donc, ça, c'est S, R, S. Si vous comparez celle de gauche avec celle de droite, vous voyez que HCl sont inversés. Donc, ce qui était S devient maintenant R. CH3Br sont... Oups, c'est une erreur ici. C'est un CH3 qui aurait dû aller, CH3 il aurait dû aller là. Je m'excuse pour vos lettres, là. C'est un CH3 ici. Donc, normalement, je vais faire inverser le deuxième de sorte qu'il aurait été S. Et même chose ici, CH3H, j'ai inversé ici de sorte que ce serait R. Donc, je m'excuse encore. Normalement, le CH3 il aurait dû être ici à droite sur le deuxième carbone. Donc, vous voyez que tout ce qui était S est rendu R, tout ce qui était R est maintenant rendu S. Donc, toutes les configurations changent. Donc, la relation entre les deux, c'est énantiomère. Donc, je vous laisse faire cet exercice-là. Donc, ce qu'on veut faire maintenant, c'est déterminer la relation entre ces quatre molécules-là. Donc, pas les quatre ensemble, là, on va les mettre deux à deux. Donc, exemple, c'est quoi la relation entre celle en haut à gauche avec celle à droite en haut, celle en bas à gauche avec celle en droite en bas, celle en haut à gauche avec... Bon, donc on veut faire des relations entre chaque. Donc, par paire, là, on va les comparer. Donc, avant de les comparer, il faudrait donner les configurations R, S à chacun des carbones asymétriques. Donc, vous en avez deux par molécule. Et je vous rappelle qu'en projection de Fisher, les lignes horizontales sortent vers vous et les lignes verticales rentrent à l'intérieur du plan, de sorte que ces quatre molécules-là, ce que vous devez imaginer, c'est plutôt ça ici. Et vous devez attribuer les RS pour chacun des carbones asymétriques. Donc, comme j'ai mentionné, vous faites la première molécule. À partir de là, vous regardez qu'est-ce qui change pour chacun. Donc, exemple, entre le carbone en haut ici et le carbone à droite ici, là, on voit que les configurations sont inversées parce que le H et Cl sont inversés. Même chose pour en bas. Donc, vous faites cet exercice-là pour chacun. Donc, je vous invite à peser sur pause pour l'instant, voir si vous arrivez à la même chose que moi. Donc, déterminer les configurations R et S pour chacun des carbones. Donc, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbones à déterminer la configuration R et S. Et ensuite, on va établir la relation entre chacune des paires. Donc, pesez sur pause maintenant. Donc, si vous avez fait l'exercice comme il faut, voici ce que vous auriez dû obtenir normalement, en espérant que je ne me sois pas trompé. Le premier en haut serait S, le deuxième R, donc c'est un composé SR. Vous voyez qu'ici, on a inversé HCl, donc si ça c'était S, il est rendu R. On a inversé HBr, donc lui il était R, il est rendu maintenant S. Si on fait celle d'en bas, donc on voit que c'est la même configuration que ça ici. Donc lui devrait être R. Et HBr a la même configuration que celle d'en haut, donc il devrait être R lui aussi. HCl, il a la même configuration que le premier ici, donc il devrait être S. Et HBr a la même configuration que celle qui est juste au-dessus, donc il devrait être S aussi. Donc, vous avez les configurations pour chacune des molécules. Donc, il faut maintenant déterminer si c'est des énantiomères ou des diastéréoisomères. Donc, vous voyez quand la molécule en haut à gauche et celle en haut à droite, bien, tout change. S devient R, R devient S.
Même chose pour en bas. R devient S, R devient S. Donc, la relation entre les deux molécules du haut et la relation entre les deux molécules du bas, comme toutes les configurations changent, on dit que ce sont des énantiomères. Maintenant, si on regarde les autres relations, donc si je compare en haut et en bas, vous voyez qu'il y a au moins une configuration qui ne change pas. Même chose à droite, il y a au moins une configuration qui ne change pas. Puis même chose en diagonale, il y a au moins une configuration qui ne change pas. Puis l'autre diagonale aussi. De sorte que si je compare celle du haut avec celle du bas à gauche, ou celle d'en haut avec celle d'en bas à droite, ou les diagonales, donc dans tous les cas, entre ces paires de composés-là, il y a au moins une configuration qui ne change pas. Donc on va dire à ce moment-là que ce sont des diastéréoisomères. Donc, ça termine la présentation des types d'isomérie optique, donc énantiomère et diastéréoisomère. Il existe un cas particulier qu'on va voir dans la prochaine capsule qui s'appelle composé méso, qui est des fois un petit peu difficile à voir, là. Donc, c'est un cas où l'image miroir est superposable avec la molécule de départ. Donc, c'est de ça qu'on va parler dans la prochaine capsule. Donc, n'hésitez pas à m'écrire ou à me contacter si vous avez des questions.